Bonjour, c'est Michael Desmarans de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis ici avec Nicole Pipard. Bonjour à vous. Bonjour Michael. bonjour, c'est un honneur que vous nous receviez voilà, pour parler de Christiane Buisset, de son parcours et de tout ce qui est lié justement à son travail avec Eliphas Lévy. Donc on va présenter en premier lieu ses livres aussi. Donc Eliphas Lévy, sa vie, son œuvre, ses pensées. Donc son livre de Christiane Buisset de 1984, que je présente ici. Ensuite, il y a d'autres livres, donc Éclosion spirituelle, le chemin initiatique de Christiane Buisset, au domaine du Pélican. Voilà. Donc ça, c'est 2010. Ensuite, donc Memphis, Mizraïm. Voilà, donc là c'est 2021, histoire des premières loges féminines et de leur lutte pour l'indépendance, donc 1965-1981, avec donc aussi la préface de mon grand-père Guithieu. Voilà. Ici également le dernier, donc enfin pas tout à fait le dernier, mais donc Christiane Buisset, donc l'ABCD Eliphas Lévy. Voilà, donc là c'est 2022. Et il y a aussi le traité d'astrologie. Le deuxième tome est en cours, le Voilà. premier tome est paru, le deuxième tome ne va pas tarder à paraître et il y en aura encore deux autres. Très bien. Et donc, bien sûr, on précise que c'est l'édition Energia. Voilà. Donc, on va commencer en premier lieu donc on va dire la rencontre dans un cercle d'amis avec Christiane Buisset. Vous avez raconté un tout petit peu justement la rencontre. Et puis, vous avez été élève en fait, en quelque sorte, de, de tout son parcours. Voilà. Tout à fait, Ouais. j'ai rencontré Christiane dans un cercle d'amis et lors du repas, j'étais placée à côté d'elle et elle m'a entreprise et parlé d'astrologie. Et là, elle me dit à la fin de son enseignement, elle me dit, tu vois, ça c'est l'enseignement que je donne à mes élèves, c'est le premier renseignement d'astrologie. Donc, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé profondément. Et à partir de là, j'ai commencé à me rendre à son cercle Eliphas Lévy qu'elle avait créé à Paris en 1975. Et j'ai mordu à l'hameçon. Je suis devenue plus que son élève. Petit à petit, je suis devenue sa disciple et j'ai travaillé avec elle pendant 30 ans. Et donc, elle a un grand parcours hein, avec justement la personne avec qui elle était, donc Gérard Buisset. Son mari. Oui, son Ah mari. oui, Ils avaient un surnom, c'était les petits Buisset. tout à fait, parce qu'ils étaient très jeunes Ouais. et ils ont abordé l'ésotérisme très tôt. Nous en reparlerons Mhm. peut-être plus en Mhm. détail tout à l'heure. Et ils étaient tellement un petit couple uni, fusionnel, amoureux, et on les a surnommés les petits Buisset. Ils étaient toujours ensemble et ils ont fait toute leur évolution spirituelle, professionnelle, tout ça ensemble. Et aussi, vous avez le cycle Cercle Langage Sacré, sous-titré CLS. Donc aussi, vous pouvez Alors, parler du site que vous avez créé. Donc. tout à fait, ce cercle d'études du langage sacré est né lorsque Christiane, pour des raisons de maladie de son mari, est venue s'installer en Dordogne en 1991. La modification du cercle Eliphas Lévy qu'elle avait à Paris est devenue cercle d'études du langage sacré, car en province, tout sent très vite le soufre, et donc il y a quelques précautions à prendre de langage pour ne pas heurter dans un petit village de 300 habitants les habitants eux-mêmes et tous ceux qui habitent dans les environs. Donc ce cercle est né dans les environs de 1995 et a continué l'œuvre qu'elle faisait à Paris, c'est-à-dire elle faisait des conférences avec échanges à la fin avec les participants. Et ce cercle a duré en Dordogne jusqu'à ce que Christiane déménage après le décès de son mari. Et il a continué ici, on peut le dire, à Marmande. Et puis, après le décès de Christiane, j'ai utilisé ce cercle, si j'ose dire,
en faisant créer un site internet pour publier toutes les conférences que Christiane avait produites à Paris. Et sur ce site, il y a également des conférences audiovisuelles, car dans ces conférences, on entend la voix de Christiane, on entend l'intervention des participants, donc ça ajoute des plus aux conférences écrites. Voilà. Oui, il y a des CD aussi. Ben oui, il y a des CD, mais enfin, bon, les gens achètent en MP3. Tous les paiements se font par PayPal, c'est beaucoup plus simple, et ils ont la conférence immédiatement. Alors en plus, les livres qui sont là peuvent être vendus sur le site. Là, dans ces conditions, ils payent et moi, j'adresse les livres dans les plus brefs délais. Le site a 10 ans maintenant. Oui, exactement. Oui, je l'ai fait créer en février 2014 pour l'anniversaire d'Eliphas, à peu de choses près, car Eliphas Lévy était le maître occulte de Christiane et était né le 8 février 1810. Mon grand-père était né le 8 février aussi, 1932. Oui, il y a des concordances, il y a des choses, des similitudes qui sont troublantes, peut-être. Oui. Leur parcours donc commence à Christiane et Gérard en 1962, on va dire, au tout début, hein, on va dire le début de leur parcours initiatique. Oui, leur parcours initiatique a commencé grâce au parrain de Christiane, Charles de Saint-Savin, qui, lors de vœux adressés en 1962, leur a joint un petit mot en leur demandant de réfléchir au petit opuscule qu'il leur avait adressé et de lui donner des réactions de leur part. Et c'est ainsi qu'ils sont allés trouver le groupe martiniste de Philippe Ancos en 1962. Là, ils ont d'abord le fils, oui, Philippe Ancos était le fils de Papus, c'est ça, qui a repris le martinisme, qui a rénové le martinisme de son père, qui était tombé en raison des guerres successives 14, 39, 45, etc. Donc il a repris, il a refait des résurgences, il a même rassemblé des groupements et il a créé donc son ordre martiniste en France. Et Christiane et Gérard ont fait leur serment d'affiliation dans ce groupe Saint-Jean le 28 mars 1962. Et cette même année, ils ont été associés dans l'ordre martiniste et ils s'engagèrent plus avant dans une voie théurgique fin 63. Donc c'était l'ordre des élus Cohen. Le gros problème, c'est que avant de pouvoir entrer dans cette filiation théurgique, il fallait qu'ils adhèrent dans un groupement maçonnique, franc-maçonnique. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait un détour par la franc-maçonnerie, sont entrés au droit humain, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure pour marquer toute leur évolution. Avec Arrêt Pensée au sein du droit humain. Là, on est en 62. Oui, là, nous sommes en 62. Voilà. Et c'est que fin 63 qui rentreront dans les élus Cohen, et ils rentreront en maçonnerie le 28 février 63. Donc tout va très très vite, parce qu'on va se rendre compte qu'en même pas 10 ans, ils sont arrivés à des sommets d'avancement, entre guillemets. C'est pas le terme que l'on emploie dans les milieux initiatiques, mais on peut le résumer comme ça pour le tout un chacun. Il y a plusieurs après choses, hein, donc après l'évolution, justement, elle doit quand même choisir une voie et elle doit quitter le droit humain pour rejoindre justement un autre ordre. Oui, disons que elle a, au sein du martinisme, elle a rencontré dans les élus Cohen, le grand maître était Robert Amblin à l'époque, très connu des milieux initiatiques, et qui a été le maître de Christiane, puisqu'il lui a même donné sa maîtrise, compte tenu que Robert Amblin avait décidé, avec les frères de l'époque, de créer une maçonnerie féminine de Memphis-Misraïm, parce qu'il a été aussi le grand responsable de Memphis-Misraïm masculin. Et en 65 a été créé le premier départ du mouvement féminin de Memphis-Misraïm,
Il a fait créer la loge Hathor Hathor. en 65. Deuxième moitié, j'attire l'attention sur ce fait, c'était dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'émancipation des femmes commençait à bien se manifester, mais 1968 en a fait la preuve. La culture, le bouillonnement de cette émancipation féminine a vraiment marqué toutes ces années-là, 60, 70. Ça a été vraiment un gros mouvement d'évolution et d'émancipation des femmes. Donc, Hathor, la première loge de ce mouvement, a été créée en 65 et malheureusement n'a pas beaucoup duré. Les sœurs travaillaient énormément. Ce sont avec Lucienne Lacrampe comme vénérable maîtresse. Christiane était dans cette loge deuxième surveillante. Donc elle a enseigné les associés, le premier degré de l'ordre initiatique martiniste, de Memphis-Misraïm, pardon. Et donc, en 68, Robert Amblin a fait une conférence sur les femmes dans l'Église et malheureusement, c'était tiré aussi suite à la parution de son livre sur Jésus et les Templiers. Ou le mortel secret des Templiers. Ou le mortel secret des Templiers, pour le titre exact. Donc là, il y a eu des réactions de la part de sœurs qui étaient dans cette loge, qui avait des plateaux, et Robert Amblin n'a pas du tout apprécié la réaction féminine de ses sœurs. Ça a créé un gros clash, et ce clash s'est envenimé, puisque vexé dans sa chair, vexé dans son amour-propre, Robert Amblin n'a rien concédé aux sœurs. Il les a exclus, il a exclu 3 sœurs de Memphis-Misraïm, et la plupart des sœurs ont démissionné de la loge. Et donc, la vie d'Hathor s'est arrêtée malencontreusement. Et seule Christiane n'a pas voulu démissionner, parce que d'abord, elle avait le respect de son maître qui l'avait initié aux élus Cohen, qui l'avait initié, et ça on reviendra sur les élus Cohen, parce que là ça marque une étape encore dans l'émancipation des femmes et la reconnaissance de la compétence des femmes sur un plan théurgique qui n'avait pas été relié depuis Madame Provençal, depuis 1773. Voilà, de mémoire. Et Madame Provençal, Jean-Baptiste Villermoz, tout à fait. Et Jean-Baptiste Villermoz avait fait partie du groupe de Martinez de Pasquali avec Louis-Claude de Saint-Martin. Mais ça, c'est un autre aspect du martinisme. Parce qu'après, elle a fait une loge, Christiane d'ailleurs. Voilà. Mais ça, c'est des années plus tard. Donc, la loge Hathor est donc enterrée, et Christiane a été sollicitée pour recréer une loge en 1971 qui s'est appelée le Delta. Ah oui, c'est Hathor aussi avec un H aussi. Non. Alors, oui, il y a Delta avant. Oui, il y a la création d'Hathor qui a vécu donc 3 ans et qui s'est terminée par la démission de toutes les sœurs qui sont allées après rejoindre le mouvement central à Venise, on va le résumer comme ça, on va pas employer les termes exacts, et d'ailleurs ils utiliseront le terme d'Hathor avec un H, transformant leur nom initial. Mais Robert Amblin avait supprimé leur décor et ne les autorisait pas à porter les décors de Memphis-Misraïm, ils en ont porté d'autres. Et donc Christiane a été sollicitée pour être la vénérable de le Delta, de mettre sur pied cette loge qui a vu le jour à l'Orient de Neuilly-sur-Seine, oui, tout à fait, en janvier ou février 1971, je crois, si je recherche dans mes notes, voilà. 26 janvier, voilà exactement, il y a eu la création de le Delta avec la fondation et l'installation de la loge, avec la participation des frères de Memphis-Misraïm. Or, il faut savoir que ces loges féminines de l'époque étaient sous la tutelle, et là j'insiste beaucoup, sous la tutelle des frères. Donc, en apparence, elles étaient indépendantes, mais en réalité, elles n'avaient pas le droit de faire ce qu'elles voulaient, puisque c'était les frères
qui était leur tuteur et qui décidait de l'avenir de leur mouvement féministe. Donc évidemment, ça a produit des clashs à nouveau dans cette loge, mais il faut savoir que cette loge, le Delta, deviendra le point de départ de ce qui évoluera en obédience féminine de Memphis-Misraïm, reconnue comme telle grâce à Julienne Bleyer, de mémoire en 1981, etc. Et les sœurs de Memphis, après la parution du livre, m'ont remercié d'avoir pu écrire ce livre avec les archives de Christiane qu'elle avait conservées et qui, pour elle, leur a permis de découvrir l'origine de Memphis-Misraïm. Voilà, donc ça a été une date très importante. Je précise aussi que la Hathor était à Venise et anciennement, c'était les loges Carbonari, on va dire les Carbonari italiens, hein, parce que Memphis, c'était la branche italienne. Tout à fait. Mais aussi qu'elle était aussi dans notre sud-ouest, finalement, à Montauban, en 1815. Ah oui, mais là c'est les origines de Memphis, parce qu'il y a eu deux branches. La branche de Memphis, la branche de Misraïm, qui s'est... qui a fondu, voilà, qui s'est rattaché ensemble et qui est devenu le groupement de Memphis-Misraïm. Mais ça, c'est toute l'évolution de Memphis-Misraïm qui est passée par les hommes. Nous n'allons pas approfondir cela. J'en parle dans le livre et je parle de l'évolution des femmes dans ce livre, entre autres, et comment les femmes ont été amenées à vouloir concrétiser leur émancipation et se sentir capables de faire marcher, d'être comme les hommes. Ils ont une culture initiatique et ils veulent la développer, donc c'est tout à fait louable et normal. Il y a aussi le 6 avril 1965, la loge Hermès, aussi au tout début, là, quand elle a commencé un peu son parcours, aussi initiatique. Ben, la loge Hermès était la loge des degrés supérieurs des frères. Et dans cette loge Hermès, les sœurs d'Hathor ont été élevées à des degrés supérieurs au sein de cette loge qui est devenue mixte pour qu'elles puissent accéder à des degrés supérieurs. Voilà. Et à la même époque, il y a aussi le cercle et le groupe Eliphas Lévi. Alors ça, c'est autre chose. C'est dans le degré martiniste. Ça n'a rien à voir avec Memphis-Misraïm. Bien qu'il y a un méli-mélo de responsabilités entre Robert Amblin, le martinisme, les élus Cohen et Memphis-Misraïm. À l'époque, c'était les mêmes personnes qui étaient responsables, de même que Philippe Ancos était aussi dans ce milieu. Donc tout ça, c'est assez difficile à démêler. J'avoue qu'avec les archives, j'ai gratté un peu pour essayer de comprendre. Après la loge le Delta, créé par Christiane et qui marchait très très bien, les sœurs ont éprouvé le besoin de créer une deuxième loge, surtout pour les personnes qui habitaient l'ouest de Paris. Et il y a eu la loge Mahat, qui a été créée donc un an après, un an et demi, oui, le 12 octobre 1972 à Saint-Germain-en-Laye. Mais il faut savoir que c'était les sœurs de Le Delta qui animaient cette loge, cette deuxième loge. Donc les sœurs travaillaient doublement parce qu'elles avaient des responsabilités dans la loge Le Delta. Elles ont eu des postes à responsabilité également dans la loge Mahat, tout ça sous l'égide de Memphis-Misraïm. Et donc elles ont travaillé énormément et tout a bien marché jusqu'au moment où Robert Amblin a mis son nez dans les comptes rendus de Memphis, de la loge Le Delta. Christiane était descendue de son plateau, remplacée par une autre vénérable, comme il est de mise dans les organisations initiatiques. Et là, il a relevé des choses qui lui ont beaucoup déplu. Et il s'en est pris à Christiane, qui, elle, s'est drapée dans sa dignité, dans son silence, et qui a décuplé la colère de Robert Amblin. Parce qu'il faut savoir que Christiane, avec les sœurs maîtres de la loge de Memphis-Misraïm, avait modifié quelque peu les règlements intérieurs des sœurs, et comme elles se sentaient indépendantes, elles ont fait fi de passer par l'autorité du grand maître Robert Amblin, ce qui lui a fort déplu, et ça a été l'origine des gros problèmes
de Christiane dans cette obédience et du renvoi de la condamnation à mort, mais nous y reviendrons ultérieurement, même sur le plan maçonnique, car Robert Amblin s'est octroyé des droits. D'ailleurs, j'en ai la preuve puisque son premier livre qu'il avait fait paraître sur les sociétés initiatiques, il ne parle pas de jugement et de mise à mort de francs-maçons. Et dans son livre de 78, eh bien, il a rajouté des chapitres où là, il parle justement de ces condamnations de frères ou de sœurs. Mais là, c'est un autre domaine et c'est pas l'aspect le plus, je dirais, enthousiasmant d'une société initiatique. Malheureusement, la société initiatique est le reflet de la société des hommes et avec ses qualités et avec ses défauts. Voilà. Je précise juste que justement son livre à l'époque, Jésus, le mortel secret des Templiers, a fait grand bruit dans les milieux de Rennes-le-Château, puisqu'il y avait toute cette histoire des deux Jésus, et donc ça apportait du grain à moudre, on va dire, toute cette résurgence avec deux cèdes Bien et sûr, tout cela. Voilà. bien sûr, il y a eu les partisans et puis Voilà, les c'est ça. contre. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Et lui-même, Robert Amblin, a renié beaucoup de ses croyances Oui. du début. Oui. Donc c'est un homme qui a changé d'attitude pratiquement du jour au lendemain, qui a surpris. Cela lui a même été reproché par Lucienne Lacrampe dans des lettres qu'elle a échangées avec le grand maître. Et vraiment, ces lettres sont le reflet d'un manque de tendresse, si j'ose dire, et de fraternité de la part du grand maître. Il y a aussi la loge Marc, qui était À la marque. anglaise, donc, où ils ont été souvent en Angleterre, donc Gérard et Christiane. Oui. Donc là, c'était en 1970. C'est Sur le la... Holy Royal Oui, Arch. alors ça démarre plus tôt. Ça Oui, démarre c'est ça. en septembre 67. D'accord. C'est René Guilly qui a sollicité en 67, donc, il a demandé au couple de l'aider à installer une loge du rite émulation. Et pour cela, il n'y avait aucune femme, aucune sœur en France avec les compétences adéquates pour créer une loge féminine du rite émulation. Pour cela, le couple, pendant 3 ans, à ses frais, est allé se former en Angleterre. Et donc, Christiane a requis tous les diplômes, toute la compétence pour pouvoir créer et fonder ce genre de rite en France. Et donc, c'est le 2 septembre 70 qu'elle a aidé à la création de la loge L'échelle de Jacob numéro 27 au rite émulation, et donc elle est devenue de fait la vénérable maîtresse de cette première vénérable maîtresse de cette loge. Alors Christiane, il faut savoir que à l'époque, Christiane a été la seule femme en France ayant pouvoir de transmettre tous les degrés de cette maçonnerie de la marque, qui était une maçonnerie spécifiquement anglaise. Et elle a obtenu, de même que Gérard, le diplôme du Royal Arch. On appelle ça en anglais Holy Royal Arch, voilà, Mason. Et c'est ainsi qu'elle a pu créer ce rite mixte d'émulation en France, en 70. Elle a fait aussi partie de l'église de la Nouvelle Alliance. Donc là, c'est aussi toute la participation avec Roger Caro de Seine-sur-Mer, donc des Tout à fait, tout à fait. Frère aîné de la Rose-Croix. Tout à fait. Donc là, c'est l'église donc syro-jacobite. Oui, alors... on peut l'appeler aussi église templière. Tout à fait. Et, je recherche là dans mes notes. Et parallèlement, il y avait voilà. aussi Gérard qui a été à la loge Horus. Après, bien après, on va pas tout, voilà. On va revenir à l'église syro-jacobite. Là, c'est grâce à Guy, le grand-père de Michael, oui, qui, lors d'un appel téléphonique, leur a parlé de cette église succinctement et a conseillé à Christiane et Gérard que s'ils étaient intéressés, qu'ils prennent contact directement avec Roger Caro. Ce qu'ils firent, et c'est ainsi que ils prirent contact avec Roger Caro, ils participèrent
à cette église syro-jacobite, l'église de la Nouvelle Alliance, qui avait son siège à l'époque près de Toulon, à la Seine-sur-Mer. Et c'est ainsi que le 7 juin 1974, Christiane est devenue abbesse, presbytre, protonotaire, c'est-à-dire qu'elle a eu la prêtrise et elle avait la mission d'enseigner, d'instruire les futurs prêtres. Les femmes ne pouvaient pas aller au-delà de ce titre de presbytre, enfin de prêtresse, mais les hommes étaient prêtres et pouvaient suivre après le cheminement administratif, et Gérard est devenu un évêque dans cette église. Le 7 juin 1975, il a eu le degré d'évêque. Voilà, donc ils ont pu créer leur propre église après quand ils habitaient toujours à Maule. Et là, je sais que Christiane y a fait un mariage, y a fait un baptême, etc. Et Christiane, tout cela, ça répondait à la grande mysticité de Christiane. Elle avait fait aussi un petit parcours druidique aussi, à un moment donné. Oui, elle a même fait des conférences sur la médecine druidique, etc. Elle a été en contact avec Jules Boucher, etc. Mais bon, elle a participé à beaucoup de choses. Mais peut-être pourrait-on revenir sur le martinisme. Bien sûr. Parce que là, il y a eu quand même beaucoup de choses importantes. Voilà. En juin, le 27 juin 62, ils sont devenus associés dans l'ordre martinisme de Philippe Ancos, et donc c'était l'ordre martiniste papusien, comme on dit. Voilà. Donc ils ont suivi la voie théurgique en 63, ils sont devenus maître et vu Cohen tous les deux, et tous les deux n'avaient que 32 ans. Ils étaient vraiment remarqués, ils étaient voués à un bel avenir qui s'est effondré à cause des problèmes qu'ils ont eus avec Robert Amblin, mais ça on en a parlé lors de Memphis Misraïm. Alors ils ont continué donc le mouvement martiniste, et en 68 une circulaire apparut. Le 22 juillet, j'ai la mémoire. Oui, j'ai pas la date. Oui, 22 juillet 68. Non, bien avant. Avant mai 68, mais vraiment les esprits étaient bouillonnants d'activité, puisque ça a été un moment de grande révolution en France. Mai 68 est dans la mémoire de tout un chacun. Et à partir de ce moment, dans cette circulaire envoyée par Philippe Ancos, il était question de choses qui n'ont pas été appréciées du groupement que Christiane avait créé au sein du martinisme. Mais là, on va peut-être revenir aux origines, parce que là, on va tout mélanger, si c'est ça. Donc, en novembre 64, Christiane a créé le Cercle martiniste, où elle a eu tout pouvoir pour constituer, présider, diriger et administrer le collège numéro 22 de Paris. C'était au sein du martinisme, et dans ce groupement, dans ce cercle, toutes les personnes martinistes pouvaient y accéder. C'était ouvert à tout le monde. Et là, il y a eu des conférences, il y a eu un petit enseignement de fait, accessible à tous. Et un an plus tard, le 8 février 65, Christiane a été autorisée à créer au sein du martinisme de Philippe Ancos le groupe martiniste d'Eliphas Lévy, portant le numéro 41 au Collège de Paris. Et dans cette création, dans ce nouveau groupement, elle a pu y enseigner la Kabbale, l'astrologie, les tarots, bref, un ensemble de sciences ésotériques. Voilà, alors donc tout le monde n'était pas désireux d'apprendre toutes ces sciences ésotériques, et là, ne sont venues que des personnes fortement intéressées. Et à la suite des événements de mai 68, évidemment, le groupe martiniste de Christiane a refusé la circulaire de Philippe Ancos et a donné sa démission du groupement martiniste de Philippe Ancos avec Robert Amblin à l'époque, et donc ils sont partis du groupement martiniste. Et là, le 22 juillet 68, ils ont fait une déclaration de création de l'ordre martiniste
indépendant, oui, je ne me trompe pas. Voilà, l'OMI, C'est ça. Ordre martiniste indépendant. Et Ou puis, initiative, parce qu'il y avait les deux. oui, alors au départ, oui, c'était l'Ordre martiniste initiative, OMI, en abréviation, qui est devenu indépendant quelques années plus tard, on va y revenir. Donc, Christiane et Gérard reçoivent en 68, le 5 juillet, ils reçoivent l'affiliation de la branche russe du martinisme, grâce à Georges Terrapiano. Et c'est une affiliation et un attachement à l'égrégore russe du rite Novikov de la loge Saint-André l'Apôtre de la Russie, donc le 3 avril 71. Et le 9 mai 71, il y a une charte qui a été créée qui prendra le nom OMI, qui prendra le nom de l'ordre martiniste martinésiste indépendant, c'est-à-dire l'OMMI, mais ce nom ne sera rendu officiel qu'en 1974, après tous les événements subis à cause de la mauvaise entente de Robert Amblin et du couple qui les a pris en... Enfin, Robert Amblin a pris en grippe le couple et les a exclus de la maçonnerie en général. Donc, il y a eu la dissolution de l'OMI le 4 juillet 1974 et auparavant, ils ont reçu aussi de Nicolas Choumiski l'affiliation de la loge ukrainienne. Donc, Christiane a reçu de nombreuses filiations que j'ai reportées dans ce livre Éclosion spirituelle qui relate donc toutes ces filiations. Et la loge Pasquali, justement. Oui, après. Alors donc, elle a la filiation provenant de Jacob Böhm, des philosophes inconnus Salzman, Kourakin, Novikov, et elle a reçu la filiation russe et la filiation ukrainienne. Donc, Christiane rassemblait déjà ces deux filiations. En plus, émanant de Martinez de Pasquali, qui a eu deux grands disciples, Louis-Claude de Saint-Martin et Jean-Baptiste Villermoz, eh bien, de la branche de Louis-Claude Saint-Martin, on peut y rattacher Henri Delage, Papus, Tédère, Bricot, Chevillon, Dupont, Philippe Encausse et Christiane Buisset, avec l'OMI, l'ordre martiniste initiatique, et Christiane a transformé cela après en OEMMI, ordre éliphasien maçonnique martiniste indépendant. Et de la branche de Jean-Baptiste Villermoz, Christiane a hérité également, donc cette branche s'est développée en martinisme italien, Eliphas Lévi, Spedalieri, martiniste de la branche italienne, et de là, il y a eu la loge Martinez de Pasquali, au RER, le rite écossais rectifié, et l'ordre maçonnique martiniste travaillant au rite du RER. Voilà. Et dans cette chose-là, Gérard avait créé la loge maçonnique Horus, mais qui relatait que du rite de Memphis et non plus de Memphis-Misraïm, puisqu'il y a eu des gros problèmes. Et alors, de Martinez de Pasquali, il y a eu la branche de l'abbé de Lanoux, Hennequin, de la Touche, André Desbarolles, Amélie de Boisse-Mortemart, Chabozeau, et l'ordre martiniste de 1891 et les Cohen que Christiane a rassemblés. Donc Christiane était détentrice des filiations russes, ukrainiennes, des filiations de Philippe Encausse, l'OMI, des filiations de Martinez de Pasquali avec l'OEMMI, des élus Cohen, Christiane Buisset, et du rite de Jean-Baptiste Villermoz, RER. Donc c'était un grand personnage qui a marqué son temps et qui malheureusement n'a pas été reconnu, vu qu'elle a été mise à l'index pendant de nombreuses années. Elle n'a pas été reconnue du grand public, mais maintenant on commence à s'intéresser à sa personnalité et à tout ce qu'elle a fait, et c'est tant mieux pour elle, parce que ce n'est qu'une juste reconnaissance. La réhabilitation aussi. J'espère qu'un jour on arrivera à la complète réhabilitation de cette femme qui vraiment a souffert de cette lutte, de cette émancipation de la femme vis-à-vis des hommes dans un milieu initiatique.
j'espère que je m'exprime clairement C'est pour faire comprendre bien sûr, tous c'est très bien. ces mouvements d'émancipation et d'évolution de la femme au sein dans le cours du XXe siècle et qui continue encore au XXIe siècle. Et il faut savoir que la femme, le statut de la femme n'est pas encore complètement acquis. Si les femmes se laissent aller, petit à petit, elles vont reperdre tout ce qu'elles ont pu gagner pendant le XXe siècle. Il faut continuer à s'imposer et à montrer que la femme n'est pas l'équivalent de l'homme, mais elle est son complémentaire. Et sur un plan initiatique, eh bien, elle a les compétences requises, tout comme un homme, pour accéder à la connaissance universelle. Oui. Il lui arrivait aussi des choses assez étranges, hein, surtout au couple, hein, notamment le 16 décembre 1973, l'effondrement justement du plafond de la loge Max. Matt? Oui, où ouais, il est quand même. Oui, c'est-à-dire que C'est les étrange. ennuis de Christiane ont Ouais. commencé dès qu'elle est descendue de son plateau de Vénérable, comme je l'ai dit précédemment, de la loge Le Delta. Et Robert Amblin a eu des réactions vis-à-vis de Christiane pour la dominer. Il a malheureusement eu des intentions théurgiques négatives que l'on ne doit pas faire normalement. Et il est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont produits, notamment elle a eu un accident de voiture. Voilà, cette fameuse boule bleue le 28 février 1974, qui est apparue. Oui, mais ça, voilà. Ouais. Mais ils en ont échappé. Oui, le 3 janvier 1974, d'abord, Ah oui. il y a eu l'accident de voiture Ouais. de Christiane, un accident très grave en revenant d'une tenue de loge, donc dans la nuit. Et ils ont eu un grave accident de voiture, mais heureusement pas de dégâts physiques. Mais ça, c'était en 1974. Il faut savoir que 15 jours avant, en gros, le 16 décembre 1973, après la réunion de Mahat, qui se trouvait à Saint-Germain-en-Laye, un étage de 8 étages s'est écroulé, un immeuble, pardon, Oui. de 8 étages s'est écroulé. Il y avait encore toutes les affaires, toutes les assiettes, tout ce qui était resté sur la table des agapes de cette loge Mahat. Donc, plus personne n'était là, heureusement, parce que là, certainement, il y aurait eu des victimes. Donc, cet événement a eu lieu le 16 décembre 1973. 3 janvier 1974, accident de voiture de Gérard et Christiane. 28 février 1974, en rentrant chez eux, ils sont pris dans une boule bleue suivie d'étincelles, boule très lumineuse qui les a suivis en voiture. Alors Gérard a accéléré, sont vite rentrés dans leur propriété. Malheureusement, un automobiliste qui s'est trouvé peu de temps après sur cette même route a subi la boule bleue et lui a eu un très grave accident, lui aussi. Voilà. Donc ça a été un accident qui a fait qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé dans le moteur, des soudures, etc. Mais donc, justement, Dithieu essaie d'expliquer un peu de façon géophysique ce qui a pu se passer. Oui, scientifique. Et ils ont mis le compte qu'il y avait une ligne de chemin de fer juste à côté de la propriété de Christiane et peut-être qu'avec les caténaires de cette voie de chemin de fer, ça a pu produire un phénomène lumineux tel que la boule bleue. Mais en attendant, le garagiste n'a pas compris pourquoi il y a eu une soudure de choses dans le moteur qui était vraiment incompréhensible. Voilà, donc des événements. Et Christiane n'a jamais fait d'acte théurgique malencontreux et négatif. Elle a fait le dos rond, elle a imploré ses anges gardiens, elle s'est mise à prier à chaque fois qu'elle a ressenti des événements comme cela. Jamais elle n'a causé un choc en retour à Robert Amblin, qui est allé, lui, d'acte en acte de plus en plus important, à tel point que on pourrait penser qu'il a fait une sorte de démagogie et de déni. Il ne s'est pas rendu compte enfin, j'espère que si, il s'en est rendu compte, mais il n'a pas sans doute mesuré les graves conséquences, en accusant toujours Christiane et Gérard
de sorcellerie, de ci, de là, alors que c'était certainement ses propres voisins qui lui ont occasionné des dégâts à sa propriété. Mais bon, j'explique tout cela Ouais. sommairement dans le livre. Ouais. Nous n'allons pas épiloguer plus longtemps sur cet événement. Ouais. C'est pas un événement joyeux à retenir du domaine initiatique. Mais vous aviez fait un rêve qui clôt justement le livre, où il y a peut-être une réconciliation. Oui, oui, ça m'a beaucoup travaillé en écrivant ce livre. D'ailleurs, c'est pas la première version du livre, c'est au moins la troisième que j'ai faite et qui a été admise après à l'édition. Et effectivement, je termine ce livre avec le rêve que j'ai fait, qui s'est produit dans un pays que je ne connais pas, un pays sous-développé, puisqu'il n'y avait pas vraiment de route pour se déplacer facilement. Et dans ce rêve, eh bien, je me trouvais là, et il y avait le couple Buisset, il y avait Robert Amblin, mais j'étais pas du tout... j'étais à part d'eux, je ne sais pas, je n'avais aucun Comme lien. spectateur. Voilà, j'étais comme une scène. spectatrice. À un moment donné, bon, j'ai demandé à chercher des toilettes, un couple m'a suivi, et là, en sortant, en revenant sur le chemin du retour, je me trouve nez à nez avec une personne qui me dit être Robert Amblin, qui me remercie. Et voilà, donc, et il y avait donc Gérard et Christiane dans le groupe, tout le monde était réuni autour d'une table, donc ça, tout ça c'est significatif. Et donc j'ai supposé que c'était peut-être une réconciliation dans l'au-delà, on peut tout imaginer. Je n'impose rien à personne, mais enfin c'est troublant ce rêve que j'ai fait à la fin de l'écriture de ce livre. Oui. Là maintenant, on va parler donc du travail de Christiane Bussier sur justement Eliphas Lévy et toute son œuvre. Oui. Voilà. Mais auparavant, on peut peut-être préciser que Christiane est née le 26 avril 31 à Paris et qu'elle a eu une santé très délicate, toute petite. Elle est restée 16 ans fille unique. Son papa était d'origine espagnole, sa maman d'origine luxembourgeoise, française. Et donc, elle a été élevée à l'école des Sœurs du Sacré-Cœur, avenue de Clichy. Et puis, après l'obtention du baccalauréat, elle a été sujette à des crises d'asthme depuis l'âge de 2 ans et elle fut souvent alitée. Donc, toute son enfance, elle l'a passée avec des cours par correspondance. Et pour remédier à ses absences scolaires, ses parents l'inscrirent à des cours par correspondance pour compenser les manques. Elle se dirigea ensuite vers les beaux-arts afin de développer ses talents artistiques et elle a appris le piano et elle a eu son professorat de piano à 20 ans. Elle rêvait d'être une concertiste internationale, donc elle a joué à Pleyel, mais elle a rencontré celui qui est devenu son mari, Gérard Buisset. Comment l'a-t-elle rencontré? Eh bien, je vais vous raconter cette belle histoire d'amour. C'est-à-dire que Christiane a eu une sœur lorsqu'elle a eu 16 ans passé, une petite sœur qui est née sans thyroïde. Pour compenser le manque de thyroïde, les médecins avaient prescrit une huître par jour pour apporter de l'iode à l'organisme de la petite sœur, quand elle fut en état de pouvoir un petit peu manger. Et cette petite sœur a végété pendant longtemps. Les moyens médicaux de l'époque n'étaient pas encore suffisants pour comprendre ce qui se passait dans le corps de la petite fille. Toujours est-il que les parents sont venus s'installer au Crotoy, près de la mer, pour apporter de l'iode à leur petite fille, et emmenant bien sûr Christiane, qui avait 17 ans et plus à l'époque. Donc les grands-parents étaient venus s'installer un petit peu auparavant au Crotoy. Ils avaient une villa dans laquelle ils louaient une chambre à un monsieur Buisset, qui venait de temps à autre à la chasse aux canards au Crotoy. Et ce monsieur Buisset avait un fils qui, vers 15 ans, accompagnait le papa à la chasse aux canards. À l'époque, il était en culotte courte, comme ça se faisait. Et donc, c'est comme ça que régulièrement, la famille Buisset, le père et le fils, venaient au Crotoy. Lorsque les parents de Christiane sont venus s'installer au Crotoy, les grands-parents ont aidé pour pouvoir acheter une boulangerie
au papa de Christiane, qui était ouvrier boulanger, mais qui, en venant au Crotoy, a sauté le pas et est devenu lui-même le boulanger en ouvrant une boulangerie. Et il s'est fait adopter par les habitants du Crotoy, les marins en particulier, puisqu'il ouvrait sa cuisine de très bonne heure le matin. Les marins, avant de partir, venaient chercher leur pain frais et partaient ainsi pêcher avec du bon pain. Donc, Gérard venant au Crotoy, une fois que la boulangerie a été ouverte, venait acheter régulièrement du pain à la boulangerie des parents de Christiane, qui s'appelait et qui s'appelle encore, puisque le nom a été perduré, au pain doré. Et c'est ainsi que Christiane et Gérard ont fait connaissance, à la fois dans le magasin, dans la boulangerie, et à la fois chez les grands-parents. Et un amour est né entre eux, ils avaient 16 ans en gros. Un grand amour est né entre eux. Ils ont commencé à faire des échanges épistolaires, des échanges. C'était l'époque où il y avait, je l'ai dans le texte, enfin quelque part. Donc, la période existentialiste, ils ont épilogué, ils s'échangeaient leurs idées. Oui, Jean-Paul Sartre. Ouais. Voilà. Donc, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, donc c'était à la mode dans ces années-là. Quelles années 60 à peu près, 60, 65, dans ces eaux-là. Bref, ils se sont vus régulièrement et un grand amour est né. Ils se sont mariés, ils avaient 24 ans, parce qu'entre-temps, Gérard est allé faire son service militaire. Christiane n'était pas du tout accepté dans le milieu de Gérard, qui était un milieu plus que bourgeois. Il habitait le 16e, il est allé à l'école Jean de Sailly, dans le 16e, etc. Christiane était fille d'un immigré espagnol. Donc évidemment, ça a choqué la maman, qui était d'origine italienne, la maman de Gérard, et le papa, qui était un grand industriel du Nord. Bref, l'amour des jeunes a été le plus fort, et ils se sont mariés, et ils ont fait toute leur vie ensemble, jusqu'au décès de Gérard en 2002. Donc ils ont fait leur profession ensemble, ils ont fait leur évolution initiatique ensemble, en maçonnerie, au martinisme, chez les Cohen, dans l'église de la Nouvelle Alliance. Ils ont tout fait ensemble. Et Gérard est devenu petit à petit, parce qu'au départ, ils ont été étalagistes. Christiane avait donc des talents artistiques. Et un jour, les grands magasins de Paris leur ont demandé 16 vélos pour décorer les vitrines au moment de Noël. Et donc, ils se sont mis en quête de trouver des vélos, ils ont fait un appel à tous les copains, et ils en ont acheté, ils en ont trouvé, enfin bref, ils ont trouvé les 16 vélos. Après l'exposition, eh bien, ils ont redonné les vélos qui étaient loués, ils ont gardé certains modèles, parce que Gérard s'était pris de ces modèles, les trouvant plus qu'intéressants sur le plan technique, sur le plan esthétique, et c'est ainsi qu'est née sa collection, qui est devenue la plus grande collection du monde, la collection des vélocipèdes. Il faut savoir que, en gros, il y a 4 périodes, et lui a collectionné essentiellement les premières périodes les plus intéressantes. Ça commence en 1817 avec le baron von Drey, l'invention de la draisienne, c'est-à-dire 2 roues réunies par une poutre. On se mettait à califourchon et on avançait pédibus jambus. La deuxième étape, c'est l'invention de la pédale, que l'on doit à Michaud, mais surtout à son fils, qui un jour, empruntant une draisienne que son papa avait en réparation, a eu l'idée de demander l'autorisation pour aller se promener avec la draisienne. Et au retour de sa petite balade, il dit à son père, mais si on adaptait une paire de manivelles sur la roue avant? Et l'idée a plu au papa, qui l'a creusée, perfectionnée, et cette manivelle est devenue les pédales. Voilà. Donc, en posant des pédales sur la roue avant, ça permettait d'abord d'avancer et d'avancer plus vite. Donc, l'invention a été reprise. Après, la troisième étape, ce sont les Anglais qui l'ont reprise. Donc, invention de la pédale, on a inventé la chaîne aussi. C'est devenu la bicyclette, autrement dit, le petit du grand bi qu'avaient inventé les Anglais, parce qu'ils avaient constaté qu'en mettant une roue de plus en plus grande, un tour de roue
ça permettait d'aller beaucoup plus loin, donc on allait beaucoup plus vite, et c'est ainsi que le petit du Grand Bi est devenu la bicyclette, et c'est ainsi que part l'origine de la petite reine. Voilà, bon, j'ai schématisé toute cette invention, et Gérard la collection a eu jusqu'à 600 modèles différents, tous les uns des autres, avec des techniques, il connaissait par cœur toute la technique de ces engins qu'il possédait amoureusement, parce que ça a vraiment été une passion pour lui de sa vie. Donc, Gérard et Christiane se sont mariés, ils avaient 24 ans, donc nés en 31 tous les deux, ils avaient 6 mois d'écart. 31 et 24, ça les a emmenés en 65, si je m'abuse. 55, pardon. Hein, voilà. Et tout ça pour dire qu'ils ont fait leur cheminement ensemble sur un plan ésotérique. Donc, comme on l'a dit précédemment, ils sont entrés au martinisme grâce au parrain de Christiane, Charles de Saint-Savin, qui avait une résidence secondaire au Crotoy, qui a connu Christiane, qui lui a fait connaître les premiers rudiments des sciences ésotériques et qui a dit d'elle qu'elle serait un jour une grande bonne femme. Voilà. Ce qu'elle a confirmé par la suite, mais il faut dire que cette femme a eu beaucoup d'épreuves à surmonter. Et ces épreuves, aussi douloureuses furent-elles, lui ont permis progressivement d'acquérir une indépendance, puisqu'on l'a rejeté des milieux initiatiques avec perte et grand fracas. On en a associé aussi Gérard en même temps qu'elle pour le rejeter aussi des milieux initiatiques, dont tous les deux n'ont pas désarmé. Ils ont continué à transmettre leurs connaissances, puisqu'il ne s'agit pas de savoir à ce niveau-là, mais de connaissances. Ils ont continué à enseigner autour d'eux les personnes qu'ils considéraient comme aptes à recevoir leur enseignement et qui désiraient recevoir et apprendre davantage, découvrir davantage à leur contact. C'est ainsi que j'ai été amenée un jour au sein d'un cercle de rencontrer le couple qui, au bout de quelque temps, m'a prise vraiment en amitié et Christiane m'a donc donné ma première leçon d'astrologie et c'est ainsi que je suis rentrée dans son enseignement, dans son sillage et que je l'ai côtoyé pendant 30 ans jusqu'à sa mort, puisque nous sommes venus à Marmande toutes les deux après le décès de Gérard et que nous avons acheté une maison toutes les deux moitié-moitié. On a transformé cet achat en SCI et au décès de Christiane en 2012, eh bien, j'ai racheté les parts de Christiane. Christiane m'avait fait sa légataire universelle. C'est ainsi que j'ai pu rester dans cette maison. Christiane n'avait pas d'héritier direct, que des nièces qui ne s'intéressaient pas du tout à l'ésotérisme. De la même façon, je n'ai pas d'héritier, je n'ai que des neveux et nièces qui s'intéressent eux non plus pas du tout à l'ésotérisme. Et donc, tout naturellement, Christiane m'a confié la légation de tout son patrimoine ésotérique. Voilà pourquoi je parle d'elle et qu'elle est très chère à mon cœur parce que d'abord, elle m'a ouvert les yeux, je dois dire, sur le plan ésotérique. Je cherchais depuis de nombreuses années. J'étais rentrée en maçonnerie, moi aussi, au droit humain, mais en 68, donc j'étais jeune. Pour tout dire, j'étais rentrée pour le côté social. Petit à petit, j'ai découvert, grâce à Christiane, mon côté mystique également. Et aussi, j'ai essayé d'approfondir le symbolisme et Christiane a pu m'apporter des réponses à mes interrogations, à mes recherches. Et c'est ainsi que dans son sillage, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup travaillé et que j'ai été jusqu'à la fin de Christiane, tout proche d'elle. Voilà. Donc, pour la vie de Christiane, eh bien, elle s'est mise indépendante après les déboires qu'elle a eus avec Amblin. Donc, elle a créé son propre ordre initiatique qui a été l'OMMI, pour prendre une suite du martinisme, l'ordre maçonnique martinésiste indépendant, et lequel a été transformé en OEMMI parce que Christiane au cours de sa vie, a été en relation indirecte, puisque Eliphas Lévi était mort,
Donc elle a été en relation avec l'œuvre de cet homme, que je vais vous raconter de quelle manière. Et toute sa vie, elle a voué à cet homme un grand amour. On peut dire qu'elle a eu deux grands amours dans sa vie. Un mari très aimant, qu'elle a beaucoup aimé, et un amour de maître occulte, puisque elle n'a pas pu avoir de maître vivant. Dès qu'elle avait rencontré quelqu'un, le maître disparaissait, il mourait. Donc, toute sa vie, elle l'a vouée aussi à l'œuvre d'Eliphas Lévi, dont vous allez découvrir un petit peu qui était cet homme. Alors, Christiane a fait son ordre d'enseignement, elle a initié des personnes, je sais qu'elle en a initié jusqu'à 100, des initiations très très importantes, je devrais dire, où Christiane nous faisait apprendre la Kabbale, le symbolisme, les tarots, la symbolique des nombres, l'astrologie, et aussi l'alchimie, puisqu'elle a été autorisée par Roger Caro, qui était le grand représentant, pour reprendre le terme, des Farc de son église de la Nouvelle Alliance, oui, les Farc des aînés de la Rose-Croix, donc de son groupement à Saint-Cyr sur Seine. Sur Seine, oui, sur Seine, près de Toulon. Et donc, elle a été autorisée par Roger Caro à enseigner à ses supérieurs inconnus du martinisme. Elle a enseigné l'alchimie. Voilà. Parce qu'elle-même avait réussi à faire sa pierre. On peut en parler maintenant qu'elle est décédée. Elle a réussi du premier coup à réaliser sa pierre sur un plan opérationnel, matière, mais aussi sur les plans initiatiques. Car l'alchimie, ça n'est pas que du matériel, bien loin de là. Donc, comment Christiane a-t-elle fait connaissance avec Eliphas Lévi? Cette relation à Eliphas Lévi est née d'un travail que Philippe Ancos, grand maître des martinistes à l'époque, lui a demandé de faire, un travail sur les séphirotes. Christiane s'est interrogée, a essayé de demander autour d'elle sur le moment qu'est-ce que c'était des séphirotes, en quoi ça consistait, etc. Elle n'a trouvé que des muets autour d'elle qui disaient ne pas savoir. Et là, on est en 62, 63. Oui, c'est Philippe Ancos, je ne sais plus à quelle période, dans ces moments-là, oui. Et mon grand-père Guithieu travaillait aussi avec eux à ce moment-là. Oui, il était dans la même mouvance, il était dans les mêmes organismes. D'ailleurs, quand Christiane a créé son groupe, son cercle Eliphas Lévi, numéro 22, Philippe Ancos avait... Oui, Philippe Ancos avait demandé à Guithieu de venir aider Christiane et de faire des conférences sur Louis-Claude de Saint-Martin en expliquant le livre de Louis-Claude de Saint-Martin qui s'intitule « Le tableau naturel tout court ». Voilà. Et donc, c'est lui qui a expliqué pendant 3 ans, il venait faire des planches sur Louis-Claude de Saint-Martin, à la demande donc de Philippe Ancos. C'est pour ça que Christiane a très bien connu aussi Guithieu, et pendant plusieurs dizaines d'années. Christiane et Gérard d'ailleurs. Voilà, le grand-père de Michael. Alors pour en revenir au travail des séphirotes, Christiane, à peine rentrée chez elle de la réunion des martinistes, s'informe, elle regarde dans ses livres, dans sa bibliothèque, et elle tombe sur le livre des splendeurs d'Eliphas Lévi. Alors son appétit, sa grande soif de découvrir a fait qu'elle a tourné les pages, elle a commencé à lire et à regarder d'un peu plus près, et elle a passé une bonne partie de sa nuit à lire, à dévorer, je devrais dire, ce livre, et pour lui donner des ouvertures sur les séphirotes, etc. C'est ainsi qu'elle a découvert Eliphas Lévi, sa prose, et elle est tombée petit à petit, en découvrant d'autres ouvrages, elle est tombée en osmose avec les idées émises par l'auteur, avec la façon dont il présentait son œuvre. Et donc, amoureuse de cela, elle a recherché, avec Gérard, elle a recherché tout ce qui concernait Eliphas Lévi, et là je résume parce que c'est l'œuvre de toute sa vie. Toute sa vie, elle n'a eu de cesse de faire ressurgir Eliphas Lévi des
de l'oubli dans lequel il était tombé, même pas 100 ans après son décès, parce qu'Eliphas Lévi est un homme qui est né le 8 février 1810, donc début du 19e siècle, et il est décédé le 31 mai 1875 à Paris, tout ça. Donc, avant d'aborder la vie d'Eliphas Lévi et son œuvre, je vais continuer sur le travail de Christiane, qui me paraît logique. Donc, elle a été mise en contact avec Eliphas Lévi très tôt, en 64, 65, dans ces années-là. Et toute sa vie, jusqu'à sa mort, elle n'a eu de cesse de faire connaître Eliphas Lévi, de le faire rééditer, puisque ses livres étaient rares. Il avait même édité des livres à compte d'auteur. Et donc, c'était en nombre limité. Et à l'époque de Christiane, dans les années 50, 60, ben évidemment, il restait déjà assez peu de livres. Alors, elle a recherché chez les antiquaires, enfin, pas les antiquaires, les bouquinistes, dans les salles des ventes, dans des lots, etc. Tout ce qui avait trait à Eliphas Lévi, elle a essayé de se le procurer, de l'acheter. Et elle a eu connaissance de manuscrits qu'elle a recherchés. Elle n'a pas pu en obtenir tout de suite, mais on lui avait permis de faire des copies des manuscrits. La photocopieuse n'existait pas à l'époque encore. Tous les moyens modernes que nous connaissons n'existaient pas. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de photocopieur, il y avait à peine des cassettes magnétiques pour enregistrer le son des voix, et la télévision n'est apparue que dans les années 60, il faut quand même se rappeler, et en noir et blanc. Hein, la couleur est venue beaucoup plus tard. Et dans les années 60, très peu de foyers possédaient une télévision. Il y avait encore le carré blanc. Il y a eu le carré blanc, bien sûr, pour les émissions pour les enfants au-dessus de 10 ans, ils étaient aptes à voir, mais pas en dessous. Bon. Et puis, il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, il y en a eu 3 après. Enfin bref, je ne vais pas faire l'apologie de la télévision. Et donc, Christiane a été le dépositeur de l'œuvre d'Eliphas Lévi avec les ouvrages originaux en France. Christiane a recherché partout, ils en ont obtenu. Comme ils ont travaillé dans l'Antiquité et la brocante, ils ont eu connaissance de ce qui pouvait se trouver dans des ventes. Ils ont rassemblé leurs moyens pour pouvoir acheter. Et Christiane, au fil des années, est devenue la grande spécialiste d'Eliphas Lévi. Pourquoi ? Très jeune, dès le début de ses recherches, elle a rencontré un jeune éditeur qui s'appelait, et que beaucoup connaissent, Guy Trédaniel. Aux éditions de la Mesnie, 1984. Oui, c'est là où Christiane a fait publier son premier livre sur l'œuvre d'Eliphas Lévi, sa vie, son œuvre et ses pensées. Donc, dans ce livre, c'est un livre qui relate la vie d'Eliphas Lévi, aussi bien dans son époque, par rapport à tous les événements mondiaux qui s'est passé, par rapport à son thème. Et justement, ce livre qu'elle a édité en 84, c'est un livre sur la biographie d'Eliphas Lévi, donc édité par Guy Trédaniel aux éditions de la Mesnie. Et chaque détail de la vie passionnante d'Eliphas Lévi est analysé par Christiane à travers les 12 signes du zodiaque, ce qui constitue un véritable cours d'astrologie. Et ça, c'est très important. Et donc, auparavant, Christiane avait demandé au jeune éditeur qui était Guy Trédaniel de rééditer des ouvrages d'Eliphas Lévi. Guy Trédaniel a accepté. Il l'a même encouragé à écrire des préfaces et d'y ajouter un index pour certains d'entre eux. C'est ainsi que parurent le Livre des Splendeurs, le Grand Arcane, la Science des Esprits, les Mystères de la Kabbale, qui a un deuxième titre, c'est l'harmonie occulte des 2 testaments, les Fables et Symboles, et Trédaniel publiera encore l'Histoire de la magie et Cours de philosophie occulte. Ce dernier ouvrage n'est autre que la publication des lettres qu'Eliphas Lévi avait écrites à son disciple, le baron de Spédialieri, où il lui enseigne la Kabbale et la science des nombres. Voilà. Donc, c'est elle qui l'a fait ressurgir de son oubli, alors que Eliphas, pour dire les choses, était un grand philosophe hermétiste et kabbaliste du XIXe siècle. Mais comme quoi, les grands esprits ne sont pas toujours, ne se sont
font pas perdurer dans le temps parce que bon ben c'est pas l'époque, c'est pas l'évolution correspondante au moment. Il faut quand même rappeler qu'au XIXe siècle, l'Église était toute puissante. Or, Eliphas, qui n'est autre que le pseudonyme de l'abbé Alphonse-Louis Constant, a d'abord débuté dans les ordres parce qu'il est né de parents très pauvres en 1810, remarqué par un abbé qui lui a permis de rentrer au petit séminaire et c'est là qu'il a reçu toute son instruction. C'était un enfant intelligent, brillant, et il a fait le petit séminaire, le grand séminaire, et il a étudié le grec, il a étudié l'hébreu, il a étudié beaucoup de choses, et avec son indépendance d'esprit, eh bien, sa vie a fait qu'il a quitté l'Église. Mais au départ, il était voué pour être prêtre, donc il a eu le sous-diaconat, il a eu le diaconat, et en donnant des cours de catéchisme à une jeune fille, eh bien, Adèle Allenbach, pour citer son nom, eh bien, il a senti quelques émois amoureux et il s'en est remis à son directeur de conscience. Et là, il a été banni, rejeté, incompris, et il a décidé de quitter de ne pas recevoir la prêtrise d'abord. Il avait une honnêteté morale très grande et il a quitté un petit peu l'Église. Il y est revenu 3-4 ans plus tard, mais ça je peux le développer si on le désire. Et malgré tout, il finira par quitter la soutane et pas préparé à la vie sociale. C'est un homme qui a beaucoup souffert, qui a écrit Il a deux parties de sa vie en fait. Une partie de sa vie où il écrit des œuvres sociales, où il rencontrera entre autres Flora Tristan. Et la deuxième partie où là, il a hébraïsé ses prénoms. Alphonse est devenu Eliphas, Louis est devenu Lévi, et son troisième nom a été Zahed, Eliphas, Lévi, Zahed. Mais la deuxième partie de sa vie, tous ses écrits portent la signature d'Eliphas Lévi, ses deux premiers prénoms. Voilà. On était parti de Christiane, Oui. On est arrivé à Eliphas Lévi. Y a-t-il des précisions à redonner sur Bien, la on vie peut de dire Christiane? Non, pas spécialement. Mais ce qu'on peut dire sur Eliphas Lévi, c'est que c'est un réformateur. Il a continué les œuvres de Paracelse, d'Agrippa, Roger Bacon, toute cette tradition ancienne. Oui, Il l'a fait perdurer, mais d'un point de vue chrétien, comme une bonne cabale chrétienne. oui, Ça mais intéressant. il était au XIXe siècle. Attention, l'Église, Voilà. maintenant on n'en parle Avant plus la beaucoup. réformation de l'Église et l'État. Voilà, oui, parce qu'il y a eu en 1905 C'est ça, 1905. l'indépendance de l'Église et de l'État, C'est ça. voilà. Mais jusqu'en 1905, l'Église avait son mot à dire pour la politique. Elle n'était pas dissociée de la politique, il faut le dire. Il a fait partie d'une première loge qui s'appelait la Rose du Parfait Silence aussi. Ah oui, dans le cours de son évolution, mais ça, je peux très bien parler de l'évolution d'Eliphas si, bon, je veux bien relire un petit peu des choses qui concernent Eliphas. Oui, on peut revenir un On peu peut revenir sur la vie sur la d'Eliphas. vie d'Eliphas. Donc, Alphonse-Louis Constant est né en 1810 à Paris de parents pauvres. Un voisin prêtre, comme je le disais, remarqua très vite les dispositions du jeune garçon, participa à son instruction et l'incita, ainsi que ses parents, à rejoindre le petit séminaire. Puis tout naturellement, il poursuivra ses études au grand séminaire, et le moment venu, comme je l'ai précisé, il refuse de prononcer ses vœux par délicatesse de conscience, car il avait des sentiments envers une jeune fille à qui il enseignait le catéchisme. Il quitte le grand séminaire et plonge soudain dans la vie sociale sans y être préparé et sans aucune ressource. Pour survivre, il devient répétiteur dans un pensionnat et parallèlement, il exploitera ses dons artistiques. Cette expérience vécut très douloureusement et ses croyances catholiques toujours solides et vivantes amenèrent Alphonse-Louis Constant à partir 3 ans plus tard pour l'abbaye de Solesmes. Et cette expérience monacale s'achèvera très vite. Il ne s'est pas entendu avec Don Guéranger, qui était le prieur responsable de cette abbaye. Et de retour à Paris, il obtient un poste de surveillant au collège de Juilly. Il a commencé à écrire, mais lorsque paraît la Bible de la liberté, ce livre
est mis à l'index et le fera condamner à 8 mois de prison. À l'époque, on n'avait pas la liberté de penser. Presque un an après, il a eu un an. Ben, il a fallu que... Oui, c'est monté jusqu'aux assises. C'est ça. Donc, il y a eu des procès et il s'est défendu même de façon ironique aux assises. Bon, il s'est un peu moqué des gens. Il faut bien dire qu'il avait un petit côté très caricatural. Bon. Alors, il est condamné à 8 mois de prison. En 1947, il publie La Voix de la famine, qui le fera encore condamner une deuxième fois à une peine de 6 mois de prison. La liberté de penser, comme je le disais, n'était guère de mise en ce temps-là, et l'Église était encore toute puissante dans notre société, ça il faut le dire. À sa sortie de prison en 1942, il trouvera accueil et aide auprès de l'évêque d'Évreux, et pour cela, il changera son nom, il empruntera le nom de jeune fille de sa maman, qui s'appelait Beaucourt. Et pour subvenir à ses besoins, il vécut essentiellement de ses travaux d'homme de lettres et de peinture, car il peignait aussi et dessinait admirablement. La parution de son ouvrage La Mère de Dieu sera la cause de sa rupture avec l'évêque. En fait, Eliphas Lévi n'a pas changé son tempérament, il avait envie d'écrire ce qu'il avait envie d'écrire et il se moquait du reste. Alors évidemment, l'évêque a été gentil, l'a accueilli, il lui a donné la possibilité de vivre, mais trop c'est trop, donc ils sont un petit peu fâchés et l'abbé Constant quittera définitivement la soutane à 34 ans. Pour clore cette période, il termine son œuvre sociale, puis il va rentrer dans un certain silence. Et c'est là qu'il aborde sa deuxième partie de vie, entièrement consacrée aux sciences ésotériques, qui vont le conduire vers les plus hauts sommets de la science initiatique. Il ne s'appellera plus l'abbé Alphonse-Louis Constant, mais après avoir hébraïsé ses prénoms, il devient Eliphas Lévi Zahed, et tous ses livres seront alors signés de ses deux prénoms. Il meurt en 1875 à l'âge de 65 ans. Et je rappelle que juste avant, en 1871, la France était en guerre contre la Prusse, les hommes ont été réquisitionnés et Eliphas, à l'âge qu'il avait, malade comme il était des poumons, eh bien, ça n'a pas arrangé sa maladie, il a beaucoup souffert, il a eu froid, il a eu faim, comme beaucoup d'autres, et il est mort en 1875. Et il a écrit justement le catéchisme de la paix juste avant de décéder aussi. Oui, bah si on veut, je veux bien énumérer tous les livres qu'il a créés. Donc, rappeler un peu ces deux périodes. La première, celle de Constant, qui va de 1810 à 1853, et celle d'Eliphas Lévi, qui va de 1853 à 1875. Alors, pour les titres de ces ouvrages, bon, je peux rappeler avec quelques dates les choses essentielles de sa vie. Donc, sa naissance le 8 février 1810. Le 10 février, il reçoit le baptême. En 1820, ce sont ses premières études avec l'abbé Hubanet à Malmaison. En 1822, il fait sa première communion. En 25, il rentre au séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. Il achève ses études classiques, hébreu, influence du frère Colonna, qui l'a encouragé dans toutes ses études. Le 30 octobre 1830, il fait son entrée au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. En 1932, il passe au grand séminaire de Saint-Sulpice. En 1933, il a le sous-diaconat et il enseigne du catéchisme à des jeunes. Et en 1934, son premier amour avec Adèle Allenbach. Et en 1935, il a son diaconat. Et en juin 1936, il est appelé à recevoir les ordres qu'il refuse. Il part du séminaire, il est calomnié par ses maîtres et abandonné par l'Église, et ce qui provoque le suicide de sa maman. C'est catastrophique. Son papa était décédé et sa maman, de chagrin, s'en est suicidée. C'est lourd à porter, cette culpabilité. Il est donc entré en premier contact avec la vie civile, chose à laquelle il n'était pas préparé, puisque quand on est dans les ordres, on est un petit peu isolé. Donc en 1937, je peux dire qu'il a habité un hôtel garni. Il est répétiteur dans un pensionnat de Paris. En 1938, il exploite ses dons d'artiste dessinateur. Il rencontre Flora Tristan, qui l'initie aux problèmes sociaux. Il renoue avec son ami Esquiros.
Il y a un livre, c'est le château de ma mère, ou le château d'Esquiros, qui a été un ami dans l'église, un ami d'Eliphas. En 39, il dit adieu à son ami Esquiros et part pour Solesmes. Il découvre les écrits mystiques. Là, il écrira le Rosier de mai, l'Évangile du peuple. En 40, il se dispute avec Don Guéranger. De retour à Paris, il est surveillant de cours au collège de Juilly. En 1841, le 13 février, il fait paraître la Bible de la liberté. Le 30 mars, ce livre est mis à l'index. Le 11 mai, Constant est aux assises. Et le 25 juillet, paraît Doctrine sociale et religieuse d'Eliphas Lévi. Le 2 août, il est emprisonné pour 8 mois. Et en 42, en avril, il sort de prison. Le 25 novembre, il fait la connaissance de Eugénie Chennevier, celle dont il aura un fils naturel plus tard, mais ce n'est pas celle qui est devenue sa femme, et je vous raconterai l'anecdote. Le 25 novembre, il habite au presbytère de l'église de Choisy-le-Roi, dont il décore l'église, il faut le dire, parce que Eliphas a décoré et a fait des tableaux dans des églises. En 1843, il part pour Évreux. Constant change de nom pour celui de sa maman, de Beaucourt. Juin, prédication aux Andélis, nouveau scandale. En septembre, il quitte le séminaire et habite à Évreux. En octobre, il peint la Sainte Famille et en décembre, il voyage à Paris pour confier son manuscrit L'Assomption de la femme. En 1944, paraît L'Assomption de la femme. Le 22 février, il quitte Évreux. Le 1er octobre, en suivant, il quitte définitivement la soutane. Les études ésotériques, paraît La Mère de Dieu. 1845, Constant et Fauvetit fondent La Vérité sur toute chose, parce que Eliphas a fait partie de différents journaux de l'époque. Eliphas a écrit dans d'autres journaux et il a été très très prolixe dans tous ses écrits. Donc, il fait paraître avec Constant et Fauvetit La Vérité sur toute chose, Le Livre des larmes, Rencontre de Béranger, paraît Les Trois Harmonies, La Fête de Dieu ou le Triomphe de la paix religieuse, Paix, paix, paix. En 1946, il collabore à l'Almanach dramatique, pittoresque et physiologique des écoles. Le 8 février, il fait paraître La Dernière Incarnation, sous forme de feuilleton dans le journal La Démocratie Pacifique. Le 13 juillet, il se marie avec Noémie Cadiot. Pourquoi se marie-t-il avec Noémie Cadiot? C'était une jeune fille à qui il a donné des cours, fait des répétitions, de même qu'à Eugénie Chennevier. Et il a couché avec Noémie, qui était assez entreprenante. Et donc, le papa de Noémie est venu trouver Eliphas, et à l'époque, il ne fallait pas rire avec cette liberté sexuelle. Il n'avait qu'à 18 ans, donc il n'était pas encore majeur pour l'époque. Oui, c'est bien possible. Bah oui, si elle était étudiante, oui, elle était très jeune, mais le papa est venu trouver Eliphas en voulant le provoquer en duel ou en l'obligeant à se marier avec sa fille. Parce que du fait qu'ils avaient couché ensemble, ben, la fille était déshonorée, c'était les mentalités de l'époque. On n'en est pas si éloigné encore, mais voilà. Donc, c'est ainsi qu'il se maria avec Noémie le 13 juillet 1846. Donc, il avait 36 ans, puisqu'il est né en 1810. Le 29 septembre, il donna naissance de son fils naturel avec Eugénie Chennevier. Je dois dire qu'il y a des descendants de ce fils naturel que Christiane Buisset a connu de son vivant et qui, depuis, ont publié même le tableau d'Eliphas Lévi que Christiane ne voulait pas qu'il soit publié. Il est maintenant, on peut le découvrir sur Internet. Bref, naissance de son fils naturel, parution en livre cette fois de La Dernière Incarnation. En 1947, il paraît La Voix de la famine. En février, il subit un deuxième procès avec ce livre, La Voix de la famine. Il est emprisonné pour la deuxième fois, 1 an de prison, 1000 francs d'amende. En août, il sort de prison. En septembre, naissance de sa fille Marie avec Noémie Cadiot. Le 29 octobre paraît Rabelais à la Bamette,
publié dans La démocratie pacifique par épisode, là encore. Puis il fait paraître Les Trois malfaiteurs, Le Seigneur de la Devinière, Le deuil de la Pologne avec la Monnaie. En 1948, le 4 mars, Lettre dans la Populaire au sujet de la Révolution française. Il pardonne à Kobe. Le 10 mars, son premier numéro de son journal, le Tribun du Peuple, pardon. Le 26 mars, ouverture du Club de la Montagne. Fin mars, fin de la monarchie de Juillet, début de la Seconde République. Et le 23 juin, il a failli être fusillé. On l'a pris pour un autre. Le 10 décembre, bien, Napoléon Bonaparte est élu président de la République, c'est Napoléon III. Paraît le Testament de la liberté avec dernière œuvre sociale de Constant. La mention suivante, ce livre a été écrit avant la chute de Louis-Philippe. En le publiant maintenant, nous ne croyons pas devoir y rien changer, commente Eliphas. En 49 janvier, il commente un tableau que l'on a retrouvé dans l'église de Sénac en Dordogne. En 1850, le 7 janvier, commande d'un tableau Sylvanès Aveyron. En décembre, il fait la connaissance de l'abbé Migne. En 51 paraît le Dictionnaire de littérature chrétienne, le dernier ouvrage signé Constant. Le 23 janvier, premier article dans le Moniteur parisien, connaissance de Vronsky, de Christian, Desbarolles et Montferrier. En 1853, le 1er septembre, il écrit un article sur Vronsky qui vient de mourir le 9 août, dans la revue progressive fondée par Montferrier. En septembre, donc en 53, Noémie Cadio quitte Constant à 43 ans. Constant abandonne la politique pour se consacrer uniquement aux sciences occultes et il s'initie à la Kabbale. Voilà, toute la vie, toutes les œuvres produites pendant la période sociale d'Eliphas Lévi, enfin de l'abbé Constant, qui abandonne la politique pour les sciences occultes et l'initiation à la Kabbale. Et dans la deuxième partie de sa vie, de 53 à 75, eh bien, lui aussi fera paraître de nombreux ouvrages, dont le plus connu est le Dogme et rituel de haute magie. 55. Oui, mais pas toujours bien compris, même encore de nos contemporains. Et ceci est une petite aparté. Et il y a cette représentation, je trouve, de Baphomet en 1854. Oui, mais là encore, il faut savoir interpréter le Baphomet, connaître un petit peu la vie templière, etc. Ça nécessite quand même des connaissances sur un plan ésotérique. Et puis on ne peut pas empêcher les gens. C'est la polarité en fait positive et négative en fait. Oui, il y a de ça. La beauté, la laideur. Christiane, dans ses conférences, a parlé du Baphomet et elle l'explique très bien. Bon, voilà. Et ces conférences, donc, on peut les retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le site du Cercle d'études du langage sacré, abrégé CLS, que l'on peut retrouver sur Internet en tapant simplement en minuscule cercle, trait d'union du 6, langage, trait d'union du 6, sacre.fr. Alors, sa vie, je peux la détailler un petit peu de 53 à 75, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, il change de nom. En mai 1854, il part pour Londres. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion, il n'y avait pas le téléphone, mais les initiés avaient des correspondances d'un pays à l'autre. Il est parti plusieurs fois en Angleterre. Il avait une disciple, Marie Guébard, en Allemagne. Son mari le mari de Marie Guébard était ambassadeur, consul, enfin quelque chose comme ça. Donc, et elle était d'origine écossaise. Voilà, donc il y a eu des correspondances. Le baron de Spedalieri était en Italie. On ne se déplaçait pas, il n'y avait guère que les diligences. Le train a été inventé dans la première moitié du 19e siècle. Après, il y a eu les frères Montgolfier. Bon, tout ça, c'est né fin 19e, hein, mais première moitié du 19e, il n'y avait pas grand-chose. Et pourtant, les initiés communiquaient entre eux. C'est à Londres, en fait, qu'il rencontre Edward Linton, voilà, tout à fait, tout à fait. de The Coming Race. Tout à fait.
Donc du 20 au 28 juillet, il participe à l'évocation d'Apollonius de Tyane, avec Bulwer-Lytton d'ailleurs. Fin août, il retourne à Paris, il habite chez Desbarolles. Le 21, alors Desbarolles, ça a été son premier et dernier disciple, qui a appris la chiromancie, la chirologie, etc. Et c'est Eliphas qui l'enseignait, et le disciple est devenu supérieur au maître, puisque Desbarolles a écrit des ouvrages sur la chirologie, la chiromancie, etc. Le 21 octobre, il intente une séparation de cordes avec Noémie. Ça ne se faisait pas comme ça. Il faut savoir que Noémie n'est pas partie toute seule. Elle est partie avec un ami d'Eliphas. Bon. Et à ce moment-là, Eliphas habite 120 boulevard de Montparnasse. Il y restera 3 ans. Il faut savoir que Christiane s'est tellement intéressée à la vie d'Eliphas qu'elle a recherché ses anciennes habitations, ses amis, son entourage, tout ce qu'il a fait, et en 65, elle est même allée sur le lieu de sa dernière habitation qui était rue de Sèvres, et là les ouvriers étaient en train de démolir l'immeuble où avait habité Eliphas. Elle y a recueilli une brique, des carreaux de sa cuisine, et à cet emplacement-là a été construit l'hôpital des bons enfants à Paris. Voilà, sur le lieu où habitait Eliphas. C'est une petite anecdote en passant. Donc, le 21 octobre 54, sa petite fille Marie meurt. Il écrira La clavicule universelle des clavicules, livre figurant sur le tableau peint par Revel en 1874. Là, il change son nom en l'hébraïsant. En mai 55, il fonde avec Fauvetti et Lemonnier la revue philosophique et religieuse qui durera 3 ans. Cette revue avait pour but l'émancipation de la conscience par la science et la libre raison. C'était téméraire en 1855. On y trouve Michelet parmi ses rédacteurs. Cette revue disparaît en février 58 sur les instances d'un pasteur protestant après un attentat qui a eu lieu d'Orsini. Voilà. Donc, l'Église était bien toute puissante, qu'elle soit catholique, protestante, c'est quand même un pasteur protestant qui a obligé à faire disparaître cette revue qui était vraiment d'avant-garde. En mai 1855, à cette époque, il écrit son dogme et rituel de haute magie. Contre Napoléon III, il écrit l'Antique Caligula, une chanson, parce qu'il a été un petit peu comme un chansonnier, Eliphas. Il avait un humour caustique. Alors, cette chanson lui valut un 3e séjour en prison. Il en sortira en écrivant une autre chanson à la gloire plus ou moins de Napoléon III, ce qui fait que sa peine a été raccourcie. En 1856, il écrit une 12aine de chansons dans le journal d'Alexandre Dumas, le mousquetaire. Son dogme et rituel paraît entre le 27 juillet et le 15 octobre. Ben oui, l'écriture de son dogme et rituel n'est pas la date d'édition. Il faut trouver des éditeurs. Eliphas lui-même a écrit des ouvrages qui étaient à compte d'auteur, donc ça coûte cher. Le premier livre de Christiane est paru à compte d'auteur, et les nombres de livres sortis étaient quand même limités. En juin 57, il habitera 19 avenue du Maine, où il restera 7 ans. En 1859, il écrit son manuscrit La sagesse des anciens pour le comte Georges de Mnizek. Je précise, le manuscrit était fait pour son disciple. Il n'était pas fait pour être divulgué et publié. Puisqu'il est sorti qu'en 74 après, du coup. Non, il y en a un deuxième. Ah oui, un deuxième livre de La sagesse des anciens. Ces deux éditions, c'était fait pour des disciples. Donc, il y en a un qui est plus alchimique que l'autre. Et donc, ils sont faits suivant les recherches et le disciple lui-même, suivant son évolution spirituelle. Donc, en janvier 60, il revoit son fils naturel qui revient d'Angleterre. Je dois dire que une petite fille descendante de ce fils naturel est venue porter une photo à Christiane de la maman de son fils et son fils sur le balcon de leur habitation à Paris. Et j'étais présente quand la photo a été remise. Donc il revoit son fils naturel, puis il revient d'Angleterre. Quelques mois plus tard, il fait paraître l'histoire de la magie. Le 28 janvier 1861, il se brouille avec Desbarolles, son seul disciple en chiromancie.
Il est initié en franc-maçonnerie, à la franc-maçonnerie à cette époque-là, en À 61, la rose du parfait silence. à la rose du parfait silence. Et là, il est passé tout de suite apprenti maçon, compagnon, maître en même pas une année. À la fin de l'année, il est parti. Et bon, parce que en fait, on lui a pas laissé les coups des franches. Et puis, les maçons de sa loge, bon, il était très ami avec le vénérable, mais les maçons de sa loge avaient besoin d'être enseignés de certaines choses. Et bon, il y a eu des schmilblick entre eux. Et d'ailleurs, en 1861, quand il était en Angleterre, il a revu Beverlyton pour travailler avec lui. Sir Bulwer Quelques Winton, mois. oui. Alors, en cette même période, il entre en relation avec la famille de Balzac. Il effectue son deuxième voyage à Londres en mai 61. C'est là qu'il revoit Bulwer Lytton. 21 août, il passe au grade de maître, donc 21 août 61 en maçonnerie. Il commence à correspondre avec le baron de Spédalieri. Le 3 décembre, il démissionne de la franc-maçonnerie, donc il y est rentré, comme on a dit, le 14 mars et il démissionne en fin d'année, le 3 décembre. C'est là qu'il écrit Les mystères de la Kabbale. Là apparaît la deuxième édition de son dogme et rituel de haute magie, plus La clé des grands mystères et Le sorcier de Meudon. En avril 62, son livre Fables et symboles est sous presse. Et en mai 62, il est contacté pour participer à des fouilles en Égypte. Hélas, il ne pourra jamais y aller parce que sa santé devenait déficiente et il est mort quasiment 10 ans après. Le 13 janvier 63, ce qu'il dit de la science des esprits. Et en 64, il va habiter 102 boulevard de Montparnasse et en mai au 155 rue de Sèvres, ce qui sera sa dernière habitation. Et c'est là que Christiane a retrouvé quelques vestiges de l'immeuble dans lequel il habitait. 25 janvier 65, il obtient la nullité de son mariage. Il écrit pour le dictionnaire Larousse. En juin, il reçoit une étrange visite Capella. Madame de Balzac lui offre un livre de son mari, parution du dernier livre de son vivant, La science des esprits. Ça, c'est le dernier livre de son vivant. Et on arrive déjà à 1866, où sa chère amie Madame de Balzac décède à son tour. En janvier 67, il se brouille à nouveau avec Eugénie Chenevier et son fils naturel. En juin 68, il achève les 2 premières parties du Grand Arcane. Et il achève aussi les clés majeures et clavicules de Salomon. Qui sont des clés, en fait. Oui, les clavicules. Bien sûr, la clavicule, le mot clavicule veut dire clé. Parce qu'en fait, ça correspond, les 22 clavicules de Salomon, aux 22 tablettes du livre de Thoth aussi. Et 1869, sa santé devient de plus en plus précaire. Il écrit quand même Les portes de l'avenir. En 1871, c'est la guerre. Il est garde national à Paris. En juillet, il part pour l'Allemagne à Cologne, chez son élève Marie Gebhardt. Encore Victor Hugo aussi. Oui, après je le dis. Et en novembre, il finit d'écrire Rime et raison. En 72, sa maladie s'aggrave. Il continue à donner des leçons. En 73, il écrit La religion de la science, l'Évangile de la science. Et c'est à ce moment-là qu'il fit la connaissance de Victor Hugo, qui lui a été exilé, comme on le sait. Charles Revel commence le tableau représentant Eliphas. Et en 74, très pauvre et malade, il est aidé du comte de Misek, celui à qui il avait écrit le manuscrit La sagesse des anciens. En février, il rompt avec le baron de Spédalieri. Il écrit un deuxième livre, La sagesse des anciens, et le livre d'Abraham le Juif. En 1875, en janvier, il termine le catéchisme de la paix. Il envoie une dernière lettre à son élève Charcot. En avril, il traduit encore la Bible en vers français. Le 26 mai, il a la force de rédiger son testament. Le 31 mai à 14h, il décède. Et le 2 juin a lieu son service religieux. Et il a été jeté dans une fosse commune, hélas. Voilà. Donc, on n'a rien qui reste d'Eliphas Lévi, hormis ses ouvrages. Bon. Donc, on va essayer peut-être d'apporter un petit résumé de tout ce que nous avons pu échanger, Michael et moi. Et donc, on peut dire que tout au long de sa vie,
Christiane, aidée de son Gérard, car elle n'aurait pas pu réaliser tout ce qu'elle a fait sans son Gérard qui a toujours été à ses côtés pour l'aider. Elle a recherché tout renseignement, toute information, tout ouvrage, manuscrit relatif à Eliphas Lévi. Et elle a répertorié tout ce qu'elle a trouvé comme information, classé, argumenté. C'est un éventail très large qui va de sa vie, de ses proches, de ses amis, de ses disciples, des relations d'Eliphas Lévi, à ses engagements dans les articles de presse qui parlaient d'Eliphas Lévi, bref, tout ce qui, de près ou de loin, concernait ce maître qu'elle a choisi comme maître spirituel, à tel point qu'elle a été en osmose avec l'œuvre de cet homme. Elle a été reconnue par la suite comme étant la principale spécialiste d'Eliphas Lévi. Il est vrai qu'elle a accumulé une somme d'informations inimaginables. Bon, la vie de Christiane a fait qu'elle a été obligée de quitter la région parisienne à cause de la santé de son mari. Elle est venue dans le Périgord et après le décès de Gérard, eh bien, elle est venue s'installer à Marmande avec moi et elle a continué les activités du cercle Eliphas Lévi, transformé en cercle d'études du langage sacré à partir du moment où elle est arrivée dans le Périgord. Ce cercle nous a poursuivis également, a continué, devrais-je dire, dans le Marmandais, où Christiane et moi avons donné des conférences dans ce cercle pour justement faire passer un enseignement, faire passer des explications sur l'œuvre d'Eliphas Lévi. Donc, pour connaître l'œuvre d'Eliphas Lévi, Christiane avait fait, dans son cercle, Eliphas Lévi de Paris avait fait des conférences que j'ai fait publier dans le site, sur le site du Cercle d'études du langage sacré que j'ai créé après le décès de Christiane. Elle est décédée fin 2012. En 2014, le site a vu le jour et je continue toujours à faire vivre ce site par des publications, non plus de conférences puisque je les ai mises au maximum, il y en a 56. Il y a des conférences audiovisuelles sur les conférences de Christiane. Comme je l'ai dit précédemment, on peut y entendre sa voix, qui est très importante, et éventuellement les questions et les réponses données par Christiane à la suite de ces conférences. Sur ce site sont publiés également des livres, les livres que nous vous avons montrés en début de séance, et sur le livre de Memphis Misraïm, il faut préciser que le grand-père de Michael m'a fait paraître des textes qui émanent de Pierre Mariel. Pierre Mariel lui avait confié, pendant 3 ans, il lui a confié des informations que Guy a recueillies, manuscrits, et il m'a demandé de les faire publier à la fin du livre de l'histoire des premières loges féminines et de la lutte des sœurs pour l'indépendance de 65 à 81. Donc toute la fin de cet ouvrage, eh bien, sont publiés les degrés de perfection d'après Pierre Mariel. C'est un livre précieux. Donc depuis, le site s'est étoffé également du livre de l'ABC d'Eliphas Lévi. C'est un véritable outil de travail, un livre remarquable qui a fait que Christiane avait fait ce livre-là avant de disparaître, n'avait pas été publié. Je l'ai actualisé parce que Christiane avait utilisé des éditions anciennes. Dans ce livre, elle analyse une dizaine d'ouvrages d'Eliphas Lévi. Elle dit de quelle façon il a été amené à les écrire, dans quelles circonstances. Elle parle de chacun de ses livres. Et ensuite, elle a fait comme un lexique. Elle a relevé des mots, des expressions. Et pour chacun de ces mots et de ces expressions, elle donne les références des pages citées, des livres cités. Elle donne les références des pages pour chacun des livres cités. C'est un travail titanesque. Seule Christiane pouvait le faire. Elle avait une connaissance de l'œuvre d'Eliphas Lévi remarquable. Et ce livre peut servir à tout chercheur, à tout étudiant cherchant à comprendre la pensée d'Eliphas Lévi, qui n'est pas modifiée puisque Christiane
à donner les références des livres et des pages dans lesquelles on trouve le mot ou la référence de l'expression qu'elle a relevée dans les livres eux-mêmes. Donc, chaque étudiant, chaque chercheur peut se faire sa propre opinion. Il n'y a pas d'influence quelconque. Chacun se fait sa propre opinion de la compréhension de l'œuvre d'Eliphas. C'est quand même énorme. Qui est très complexe. C'est Parce que complexe. c'est Voilà. toute l'idée de la force de la lumière astrale, la Voilà. magie contre la lumière. Il Tout faut ce- lire Voilà. les livres pour comprendre. Tout cela, ça permet de bien comprendre la pensée du maître en retrouvant dans leur contexte ces mots et ces expressions utilisées par Eliphas Lévi. Et également, j'ajouterais, il faut replacer tout cela dans l'époque. Parce que, évidemment, il y a eu une grande évolution qui s'est faite sur le plan sociétal et c'est pas négatif de replonger dans l'univers de l'époque sous l'emprise de l'Église. Il faut aussi le signaler. Alors, donc, le site, je l'ai donné en référence, hein, cercle, trait d'union, langage, trait d'union, sacre, puisque les accents ne sont pas permis, .fr. Voilà, tout y est sur le site. Donc, je rappelle que les conférences données par Christiane au sein du cercle Eliphas Lévi à Paris avaient pour but de mieux faire comprendre la pensée d'Eliphas, ses ouvrages. D'ailleurs, à chaque anniversaire, un livre a été étudié. Donc, Christiane donnait toute une conférence sur un ouvrage bien précis. Donc, le site, au fur et à mesure, s'est étoffé. Et voilà, j'en arrive peut-être à la question, disons, un peu plus cruciale. C'est que va devenir ce fonds Eliphas Lévi, très important, qui n'existe nulle part, que Christiane a rassemblé. Je ne serai pas éternel, bien évidemment, comme chacun le sait. Personne n'est éternel. Et donc, ce serait dommage que tout cela disparaisse un jour. Mais avant même que je disparaisse, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Si parmi les amis qui écoutent cet entretien, peut-être y en a-t-il qui sont amoureux d'Eliphas Lévi, que l'on ignore, eh bien ce serait un moyen formidable de pouvoir vous faire connaître en écrivant à la Gazette De Rennes-le-Château, oui. de Rennes-le-Château, voilà, donc en écrivant à Michael. Michael Desbarrans. Voilà, ben, tu donneras Oui, bien sûr. les références toutes les références à la fin. Et il serait intéressant de connaître vos aspirations. Qu'est-ce que vous savez d'Eliphas Lévi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans Eliphas Lévi? Est-ce que vous seriez prêt à fonder peut-être un groupe, un nouveau groupe Eliphas Lévi pour un échange d'informations? Comment vous le verriez? Enfin bref, toute idée, toute suggestion de votre part, ben, ma foi, serait les bienvenues. Et avec tous ces contacts, eh bien, à ce moment-là, on pourrait voir ce qu'il serait opportun d'organiser, de créer, peut-être voire même de se rencontrer pour mettre sur pied ces échanges concrètement et voir ce qu'il est possible de faire même avec les documents qui se trouvent ici rassemblés. Voilà, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter, Michael, si ce n'est donner les coordonnées de la Gazette? Oui, mais il y aura tout indiqué. Un téléphone? Il y aura tout indiqué, oui, Voilà. sur la Gazette. Et Michael me servira d'intermédiaire pour me contacter, puisque bon, c'est son... Peut-être vous avez un dernier message à faire passer sur tout cela, sur toute cette œuvre et votre travail. Eh bien, oui, peut-être que les amis qui écouteront ces quelques propos pourraient nous aider à trouver des bonnes idées, des bonnes suggestions, des bonnes solutions pour même le devenir de ces archives. Alors, bien évidemment, il y a le site. On peut toujours faire paraître des articles, on peut compléter le travail que j'ai effectué, que quelques personnes qui m'aident à entretenir ce site, puisque ça dépasse aussi un petit peu mes compétences. Mais bon, voilà, toute suggestion est bonne et tout espoir est permis. Parce que je pense que il suffit de vouloir. Il n'y a qu'une seule chose possible. Si on le veut, on peut. Maintenant,
il y a des aménagements à faire. La vie n'est pas facile, tout le monde est très pris. La vie moderne a apporté des bonnes choses, mais aussi un manque de temps. Et c'est le temps qui manque le plus pour tous ceux qui sont en recherche et qui se cultivent sur un plan ésotérique et initiatique. Voilà, donc il me reste à remercier quand même tous ceux qui accepteront de communiquer, simplement, même avec nous, de nous donner leurs expériences, enfin bref, tout ce qui peut leur sembler utile. Et puis voilà, je vais terminer par une phrase célèbre du maître Eliphas Lévi, parce qu'il terminait toutes ses correspondances, tout à vous en la sainte science. Donc Christiane avait repris cette formule et je me permets de la reprendre à mon tour. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Nicole, pour tout cet entretien et voilà, la préservation de la connaissance et aussi pour Christiane et Eliphas Lévy. Voilà. Voilà. Merci de Merci faire beaucoup. perdurer leurs souvenirs, Voilà. parce que c'est ce qui importe. Ils ont été des maillons importants d'une chaîne initiatique. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu à leur époque. Et il est intéressant que cette chaîne ne soit pas interrompue, que les maillons d'autres maillons viennent s'accrocher à cette chaîne pour faire une part du travail de transmission que nous avons essayé de faire à notre mesure et suivant nos possibilités aujourd'hui. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup.